Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne et spécialiste reconnu de l'Iran contemporain. Alors que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie sous couvert d'une guerre préventive contre un prétendu programme nucléaire, nous allons tenter de comprendre les véritables enjeux de cette confrontation, ses dimensions géopolitiques, juridiques et les ressorts de la politique internationale de deux poids, deux mesures. Cette discussion avec notre experte vise à éclairer ce moment critique où le Moyen-Orient se trouve au bord d'une guerre régionale majeure. Merci beaucoup, Dr Kian, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour la plateforme d'information associative internationale de Genève de vous recevoir. Merci de l'invitation. Mille merci. J'aimerais bien commencer avec vous concernant le contexte géopolitique de cette confrontation. Quelle est selon vous la véritable nature du conflit actuel entre Israël et l'Iran? Israël, Netanyahou justifie ses actions par la nécessité de prévenir un Iran nucléaire et on voit la création de la doctrine de Netanyahou de cette guerre préventive. Bon, premièrement, vous l'avez dit, Monsieur Netanyahou a prétexté le programme nucléaire de l'Iran en disant que ce programme bien menacé l'existence de l'État d'Israël et donc de ce fait, il a déclenché une guerre préventive. Or, quand on connaît un petit peu le droit international, on sait que la guerre préventive n'existe pas dans le droit international, premièrement. Ensuite, alors, le nucléaire iranien, certes, les Iraniens étaient en train d'enrichir l'uranium à 60%, donc beaucoup plus que pour un usage civil, mais selon l'ensemble des experts internationaux, l'Iran était très très loin de pouvoir fabriquer une bombe atomique, parce que enrichir l'uranium à 60%, voire même à 90%, ne suffit pas pour fabriquer une bombe. Ça prend beaucoup plus de temps et donc certes c'était juste un prétexte par Netanyahou d'envahir l'Iran. À mon avis, il poursuivait trois objectifs. Premièrement, vous savez que Iran et États-Unis étaient en train de négocier. Ils avaient déjà 5 rounds de négociations et le 6e round était prévu un dimanche et Netanyahou, afin de torpiller ces négociations qui étaient susceptibles de parvenir à une normalisation, en tout cas entre l'Iran et les États-Unis, ou en tout cas la levée des sanctions américaines à des effets extraterritoriaux contre l'Iran qui pèsent depuis 2018 sur l'économie iranienne d'une part, d'autre part donner aussi des garanties de la part de l'Iran de ne pas aller vers la fabrication d'une bombe, eh bien, ont été torpillés, on le sait, par ces attaques de Netanyahou. Autre objectif de Netanyahou, à mon sens, c'est de détourner les regards de Gaza, où il a commis, on le sait, des actes criminels contre les Gazaouis, vers l'Iran. Et d'ailleurs, c'est fait parce que dans les médias occidentaux aujourd'hui, en tant que juriste, ces actes ont été qualifiés comme des actes de crimes de guerre et de génie. De guerre par la Cour internationale. Je viens de recevoir juste avant vous, professeur Greg Mokibar, qui a été le directeur général des affaires juridiques aux Nations Unies. Il a confirmé cette qualification. Ces qualifications, moi je suis d'accord. De toute façon, je considère Netanyahou comme un criminel de guerre, personnellement. Et donc, ces actes ont été aussi qualifiés par la Cour pénale internationale, etc. Donc, en fait, c'était pour détourner le regard de ces crimes commis par Israël à Gaza. Et d'ailleurs, les Gazaouis continuent à être tués et aujourd'hui, plus personne ou presque personne n'en parle. Et troisième objectif, c'était de se maintenir au pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir que Netanyahou était très contesté par sa propre population et a failli même être ébranlé juste avant le déclenchement de cette guerre contre l'Iran. Donc en fait, il poursuivait ces trois objectifs et donc il a pris pour
prétexte le nucléaire iranien. Ce qui m'a beaucoup surpris néanmoins, il faut le dire, c'est le soutien presque inconditionnel des Européens. Bon, États-Unis, Trump, c'est clair pour moi. Bon, c'est que, mais les Européens qui effectivement prétendent respecter le droit international, eh bien, ont pris position pour ces attaques contre l'Iran sous prétexte que Israël était menacé. Or, dans le droit international, on viendra jamais, ou il faut jamais prendre position pour l'agresseur. Et là, ils l'ont fait. Donc voilà, vous voyez bien à quel point le droit international est bafoué, à quel point ceux qui ont le pouvoir peuvent en fait ne pas respecter les droits et les lois qu'ils ont eux-mêmes, je dirais, mises en place après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque, comme l'a dit M. Al-Baradei, l'ancien directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il a fait un tweet où il explique qu'il est interdit, selon les conventions de Genève, d'attaquer aussi les sites nucléaires. Or, Israël a attaqué les sites nucléaires de l'Iran et personne ne proteste. Donc, vous voyez bien que le droit international, les conventions internationales dans leur ensemble sont bafouées et vous voyez bien que les États démocratiques occidentaux ne protestent pas. En revanche, l'attaque a été très fortement condamnée par l'Arabie Saoudite, par Oman, par Bahreïn, la Turquie, les pays de Shanghai, de l'organisation de Shanghai, et j'en passe et d'autres. Oui. Et l'Algérie, etc. Oui. La Russie, la Chine et tout. Docteur Khan, vous venez d'évoquer l'hypocrisie, ce double standard de l'Occident. Comment Israël justifie l'Iran est signataire du traité de non-prolifération. Alors Israël ne l'est pas. Le programme d'Israël n'a jamais été contrôlé ou orienté ou accompagné. Aujourd'hui, nous sommes devant la fin, le déclin du droit international, de la légitimité internationale. Et aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron, il est en train de violer le droit international, il est en train de trahir la doctrine, l'héritage diplomatique du général de Gaulle. Oui. Oui, tout à fait. Raison pour laquelle un certain nombre de diplomates français qui protestent cette prise de position du président Macron pensent qu'il y a effectivement un tournant dans la doctrine de la France, effectivement par rapport à l'époque du général de Gaulle. Donc ça, c'est clair et net. Alors, comme je le disais, Netanyahou prétend que le programme nucléaire de l'Iran pose une menace existentielle à Israël. Malheureusement, il faut le dire, hein, les hostilités et le discours hostile des dirigeants iraniens, à commencer par le guide envers Israël, effectivement, justifie aussi ces attaques et tout le monde oublie que Israël s'est doté de l'arme atomique depuis de nombreuses années. Il possède des dizaines et des dizaines d'ogives nucléaires alors que l'Iran n'en a pas et que justement l'AIEA et les Américains étaient en train aussi de négocier avec l'Iran afin d'empêcher que ce pays fabrique une bombe atomique. Donc voilà, on en est là. Il y a double poids, double mesure, mais ça, c'est pas la première fois qu'on est face à ça, à ce double poids, double mesure à l'échelle internationale. Oui, Netanyahu n'a pas cessé d'envoyer des messages à l'intérieur de l'Iran dans la tentative de rêve de déstabiliser le régime. Bon, l'alternative, ça se voit, comme ça a été en Syrie, on amène une marionnette, peut-être Reza Pahlavi, un bon serviteur de lobby sioniste, mais d'après vous, est-ce que ces frappes, cette agression, ça va fragiliser le régime ou non, ou ça va renforcer le régime? Parce qu'en Occident, on n'arrive pas, madame, je m'excuse, on n'arrive pas à comprendre
la mentalité iranienne, la solidarité et la fierté nationale, et la fierté de l'appartenance à cette nation historique. Écoutez, en Iran, vous savez, l'Iran a 90 millions d'habitants, 3 fois la taille de la France et énormément d'opinions publiques diverses et différentes. Donc, il n'y a pas une seule opinion publique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, quand les frappes israéliennes ont commencé, ils ont tué, comme vous le savez, un certain nombre de hauts gradés militaires, notamment ceux des gardiens de la Révolution, qui avaient joué un rôle prépondérant dans la répression des mouvements sociaux, en particulier le dernier en date, le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022. Donc, de ce fait, je voyais sur les réseaux sociaux, etc., un certain nombre d'Iraniens qui n'étaient pas mécontents du tout de voir ces personnes qui les avons réprimées, qui les avaient réprimés, soit tués. Mais assez rapidement, ils ont déchanté quand ils ont compris que Israël est en train aussi de bombarder des quartiers résidentiels, bombarder des réservoirs de pétrole, réservoirs d'eau, et j'en passais d'autres, et que On a vu des enfants parmi les victimes. Maintenant, on a des chiffres jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs enfants, il y a des femmes, il y a des hommes de tout âge. Et entre-temps, il y a aussi, par exemple, la grand-mère d'une personne que je connais est décédée. Elle a eu une attaque cardiaque. Donc, elle n'a pas été blessée, donc elle n'est pas comptée parmi les blessés, mais elle est décédée parce qu'elle a fait une attaque cardiaque lorsque les bombes ont frappé à côté de chez elle. Vous voyez, donc c'est ça. Les quartiers entiers en Iran, à Téhéran, sont détruits. Aujourd'hui, monsieur, pour répondre à votre question, personne ne songe ça veut dire aujourd'hui, les Téhéranais, les populations de Téhéran songent à partir, à quitter Téhéran parce que Donald Trump a menacé les Téhéranais en disant quitter la ville. C'est-à-dire, il a sous-entendu qu'il y aurait des tapis de bombes qui vont frapper Téhéran. Et la panique que ça crée parmi la population, alors d'une part, il n'y a pas assez d'essence, il y a des queues monstrueuses devant les stations d'essence, il y a des embouteillages monstres. En plus de ça, le nord de l'Iran vers où les gens partaient est saturé et donc effectivement les policiers sont en train de faire retourner la population en disant le nord d'Iran est saturé, vous ne pouvez plus y aller. Et donc les gens cherchent à partir et donc c'est la panique, c'est la peur, tout le monde attend d'être frappé. C'est ça la situation. Alors comment pensez-vous que dans ces situations-là, où les gens soit s'enterrent pour rester en vie, se taire pour garder en vie, soit sont en train de quitter la ville, que les gens songent à aller manifester pour renverser le régime. Je dirais, le fils du Shah d'Iran est même indigne de son propre père. Le Shah d'Iran qui a été renversé en 79, le Shah d'Iran a commis beaucoup d'erreurs, mais au moins il était patriotique. Et son fils est totalement inféodé à Netanyahou, je ne dis même pas aux Israéliens, à Netanyahou, et il a d'ailleurs rendu visite à Netanyahou alors que Netanyahou était en train de massacrer les Palestiniens. Donc non, à mon sens, il n'a pas de chance dans l'avenir de l'Iran et surtout son soutien récent, avant-hier, il a fait une intervention à la BBC persane qui est diffusée en Iran et il a soutenu coréen les bombardements israéliens et il a invité les Iraniens de se soulever contre le régime. Monsieur est à Washington, à l'abri chez lui et il demande aux Iraniens qui sont en train d'essayer de sauver leur vie des bombes de Netanyahou de se soulever contre le régime. Mais on se pose la question, mais c'est totalement hallucinant pour moi, tout ça. Donc, je ne pense pas que ces gens-là puissent être pris au sérieux, même si Donald Trump, Netanyahou, Macron les soutiennent. Oui. Docteur, quels sont les risques réels d'un embrasement régional? On a vu les réactions du Pakistan, on a vu les réactions de la Turquie, Erdogan qui joue surtout les
malgré ça, il a dénoncé l'action israélienne et vient d'exprimer sa solidarité avec l'Iran. Oui, bon, tout d'abord, à commencer par l'Arabie Saoudite, qui était le premier pays de la région à annoncer sa solidarité, enfin, à dénoncer, à condamner les frappes israéliennes contre l'Iran. Et aujourd'hui, on constate effectivement, par exemple, les Turcs, enfin, le gouvernement turc, plusieurs personnes au sein du gouvernement turc disent que si l'Iran est frappé, la prochaine cible sera nous. Donc, effectivement, ça crée une sorte de solidarité parce que personne ne comprend plus la logique de Netanyahou, d'une part, ni d'ailleurs la logique de Trump, parce que ces deux-là sont dépourvus de logique réellement. Alors, on n'en est pas encore là, mais si jamais Donald Trump décidait de s'impliquer dans cette guerre, c'est-à-dire impliquer l'Amérique dans cette guerre, en par exemple, entre autres, bombardant les centres ou les comment ça s'appelle, installations pétrolières gazières de l'Iran, entre autres, et le pays, à ce moment-là, je pense que les Iraniens, enfin le gouvernement iranien va riposter, éventuellement en tentant de fermer le détroit d'Ormuz. Et là, il y aura des conséquences néfastes pour l'ensemble des pays de la région, surtout des producteurs de pétrole que sont l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et le Koweït, etc. Donc, nous, il n'y a aucune unanimité dans la région quant au soutien de ces États pour Israël. C'est tout le contraire qu'on voit, et on voit qu'effectivement, il y a une sorte d'inquiétude de plus en plus grande de ces pays quant à, encore une fois, la logique derrière les bombardements israéliens contre l'Iran. Docteur, j'aimerais bien clôturer notre rencontre parce que votre agenda est trop chargé. Y a-t-il, d'après vous, un espoir d'issue diplomatique ou faut-il s'attendre à une aggravation du conflit? Écoutez, mon seul espoir, si vous voulez, c'est que les Américains reviennent ou redeviennent raisonnables, que par exemple, parce que visiblement des autorités iraniennes seraient d'accord pour revenir à la table des négociations avec les États-Unis si ils ont dit si Israël arrête de frapper l'Iran, nous aussi on arrête de frapper Israël. Ils souhaitent rétablir des relations en tout cas de pourparlers avec les États-Unis. Mon seul espoir, c'est un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran et le retour des Iraniens vers la table des négociations avec les Américains afin de terminer cette guerre dévastatrice. J'espère que c'est pas seulement un rêve et que au moins au niveau des États-Unis, une partie, vous le savez, des républicains des soutiens de Trump ne sont pas d'accord pour que les États-Unis s'impliquent dans cette guerre, et j'espère qu'ils vont ils vont gagner, ils vont persuader Trump de ne pas le faire, auquel cas, l'espoir, c'est l'arrêt de ces conflits, de ces bombardements, et que, moyennant la reprise des négociations, on puisse aussi voir une solution pacifique et diplomatique trouvée au dossier du nucléaire iranien qui inquiète beaucoup de monde, hein, aussi bien les Occidentaux que les pays de la région. Personne ne veut voir l'Iran, ni même la Russie, ni même la Chine, un Iran nucléaire, militaire. Les Iraniens, la population non plus. Donc, il faut absolument chercher une solution pacifique au lieu d'alimenter le feu de la guerre. C'est un peu ce que les Européens, malheureusement, ont commis. Merci infiniment, docteur Ken. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci Merci à infiniment vous. et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.